Donc bonjour à tous, je voudrais vous présenter rapidement André Tricot si vous ne le connaissez pas encore. Il est enseignant à Montpellier, à l'université Paul Valéry. Bonjour à Montpellier. Il est professeur de psychologie cognitive dans le laboratoire Epsilon. Il publie dans la toujours si belle et si rafraîchissante collection Mythes et réalités de Retz. Et je ne dis pas ça parce qu'il dirige cette collection. Parlons de son ouvrage, L'innovation pédagogique. Il y parle de pédagogie, bien sûr, face à des assertions comme « il faut inverser la classe ». Le numérique permet d'innover. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Il dit simplement ce que dit la recherche à ce sujet. C'est aussi un pédagogue de terrain qui prend toujours en compte le temps que le formateur a pour préparer, le niveau de l'élève, le niveau de la tâche à accomplir et le niveau de l'engagement de l'étudiant. Bref, la réalité du terrain. Pour toutes ces raisons, on avait très envie de vous entendre, André Tricot. Personnellement, vous me faites ma journée. Donc, je suis tellement content. Bienvenue. Hippolyte Gros avait fait aussi ma journée. Bref, André Tricot, à vous, portez-vous bien. Merci beaucoup Gilles. Merci à toutes et à tous de m'accueillir. Je regrette vraiment de ne pas être avec vous physiquement, mais voilà, ce matin, à un moment, il a bien fallu que je décide de descendre du train et rentrer chez moi parce que je n'étais pas en état. Voilà, c'est fort dommage, mais je vais quand même essayer de vous faire passer quelques mots et quelques images à travers ce canal. Nous avons préparé ensemble, les organisatrices et les organisateurs de ces journées et moi-même, le plan de mon intervention et la question générale qui est celle de l'amélioration de l'engagement des étudiants dans leurs apprentissages. Pardon, j'ai fait une bêtise. Plus précisément, l'idée, le plan, je vais vous la présenter tout de suite, mais avant ça, je voulais vous faire une proposition, si vous le souhaitez. À l'issue de ma présentation, je vais vous inviter à noter tout d'abord 3 choses que vous aurez apprises au cours de cette conférence. Ensuite, 2 choses que vous voudriez approfondir, par exemple par des lectures ou d'autres formations. Et enfin, une chose que vous voudriez essayer, que vous voudriez mettre en œuvre dans votre activité de formation. Donc on en reparle à la fin de mon intervention. Mon intervention est donc structurée autour de 5 grandes questions, qui sont des questions que nous avons évoquées ensemble lors de la préparation de mon intervention. La première question est donc celle des connaissances à propos des processus d'apprentissage. Et là, ça va être le versant donc appliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces connaissances quand on est formatrice ou formateur? Je vais essayer de répondre à cette question à partir de quelques exemples. Le premier exemple vient d'une recherche qui a été conduite à Toulouse il y a quelques années maintenant, où on demandait à des radiologues de faire un diagnostic radiologique sur une radio des poumons, qui avait été l'objet d'une erreur médicale quelques années auparavant. Le diagnostic était très difficile car il y avait 2 lésions sur cette radio, dont une correspondant à un diagnostic très fréquent, l'autre au contraire difficile à voir et correspondant à un diagnostic extrêmement rare. Ce qu'ont regardé les chercheurs, c'est tout simplement combien de diagnostics justes, combien de diagnostics corrects, et puis ils ont aussi demandé aux personnes de raisonner à haute voix pendant leur activité de diagnostic. Et les résultats sont assez intéressants parce que vous voyez que les étudiants, pendant leurs études, qu'ils soient internes en début d'internat ou internes en fin d'internat, il y a bien une progression sur le nombre de diagnostics corrects. On est meilleur quand on est en train de finir ses études que quand on les débute. Jusqu'ici, tout va bien. Mais
Quand on regarde la performance des radiologues expérimentés, c'est-à-dire ils ont fait leurs 10 ans d'études et ils ont en moyenne 7 ou 8 ans d'expérience professionnelle, on voit que leur performance est bien moins bonne. Par contre, les radiologues experts, c'est-à-dire tout simplement les radiologues qui avaient été reconnus par leurs collègues préalablement comme étant les plus performants, les plus fiables. Donc c'est bien un processus de reconnaissance sociale. On demande à tous les radiologues de la ville de Toulouse qui sont les plus experts et on les met à part. Bon, les experts sont vraiment experts. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, pour eux, ça va pas bien. Et quand on essaye d'analyser ce que les radiologues ont dit à propos de leur raisonnement et puis le temps qu'ils ont mis pour faire ce raisonnement, tout de suite on comprend. Tout d'abord, les internes, le raisonnement qu'ils font, c'est le raisonnement qu'on leur a enseigné. C'est un savoir-faire, c'est-à-dire une suite d'actions. Pour faire un diagnostic, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Les radiologues expérimentés, tout simplement, sont à peu près incapables de verbaliser leur raisonnement. Ça va extrêmement vite, le diagnostic est fait en 2 ou 3 secondes, et tout juste sont-ils capables de dire « c'était facile ». Les radiologues experts, eux, ont un raisonnement que vous allez reconnaître tout de suite, c'est « a priori, je pense à telle pathologie, mais s'il existait une information qui puisse contredire ce diagnostic initial, quelle serait-elle ?» Et ils ont donc une démarche de réfutation. Chercher de l'information qui potentiellement pourrait réfuter leur diagnostic initial. Pour nous, psychologues, ce résultat est extrêmement important. Il a été répliqué, bien entendu, des dizaines et des dizaines de fois dans des contextes très différents. Mais cette cassure, là, dans la courbe de progrès, sinon une courbe de progrès, c'est tout droit, ou logarithmique, mais en tout cas, il y a une cassure là. Cette courbe a un nom, maintenant on l'appelle intermediate effect. Et elle nous montre que les étudiants, ce qu'ils apprennent, c'est un savoir-faire. Les radiologues expérimentés, par leur expérience professionnelle, essentiellement des radiologues de ville, les radiologues de ville, ce qu'ils ont appris par la pratique répétée quotidienne, c'est un automatisme. Enfin, les radiologues experts, j'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est que les radiologues experts, ceux qui sont reconnus par leur pairs, ce sont essentiellement des radiologues qui travaillent au CHU et qui enseignent la radiologie et qui expliquent à longueur de journée à leurs internes et à leurs externes, voire qui discutent avec des collègues dans des cas difficiles. Eux, ce qu'ils ont, c'est ce que nous appelons, nous psychologues, du contrôle métacognitif, c'est-à-dire une démarche dans laquelle on est capable de réfléchir et de réfléchir à la façon dont on réfléchit. On est capable de faire du vélo et se regarder pédaler. Pour nous, ce sont bien 3 processus d'apprentissage différents. Je vous donne un autre exemple. L'expérience consiste à bien regarder le centre de l'écran, là où ma souris se trouve, à peu près, je ne sais pas si vous voyez. Et ce que je vais vous demander, c'est de bien fixer le centre de l'écran, mais ne surtout pas lire ce qui est affiché, ce qui va être affiché. Je vous demande simplement de le regarder. Si vous voulez vous prêter à l'expérience. Normalement, dans l'Assemblée, il y a très peu de personnes qui ont réussi à regarder sans lire, parce que la lecture, c'est un automatisme, et quand on a acquis un automatisme, il devient irrépressible. On ne peut pas retenir quelque chose qu'on a automatisé. Un autre résultat que je voulais, une autre anecdote que je voulais vous présenter, c'est cette une de Libé qui date un petit peu maintenant, puisque c'est 1986. Je ne sais pas si vous lisez la une du journal Libé ce jour-là. Est-ce que certains ont vu? Ça n'est pas le mot Italie qui est écrit, puisqu'il manque un I à Italie. Mais là encore, comme la lecture est un automatisme, nous avons et que ça nous a pris des mois ou des années d'acquérir cet automatisme, nous avons une tendance, quand nous avons des automatismes, à utiliser ceci comme des rouleaux compresseurs qui se figent les détails,
qui se fiche des irrégularités. Il peut manquer une lettre, c'est pas grave, je reconnais quand même le mot. Vous allez dire en lecture, c'est pas grave, mais en diagnostic radiologique, c'est quand même un peu plus embêtant, surtout si c'est vous le patient. Un autre exemple que je voudrais vous montrer d'apprentissage, donc parfois apprendre, c'est apprendre un savoir-faire, parfois c'est un automatisme, parfois c'est une démarche réflexive, mais parfois c'est aussi à mémoriser ou comprendre, et ça je crois que c'est très bien illustré par cette étude, où on présente un échiquier avec une partie qui est en cours, il y a 25 pièces sur l'échiquier. Les joueurs à qui on va proposer cette tâche ne sont pas les joueurs qui ont joué cette partie, ils voient juste la partie d'échec en cours à un moment donné, et on va jeter les pièces sur le côté au bout de 2 ou 3 secondes. Et on va demander aux joueurs de replacer le plus grand nombre possible de pièces. Voilà le résultat, qui est aussi connu en réalité depuis 1946, qui a été répliqué de multiples fois. Plus on est performant au jeu des échecs, plus on replace un grand nombre de pièces. Mais il y a 2 chercheurs qui, dans les années 1970, ont proposé une réplication un petit peu étrange, peut-être un petit peu provocatrice de cette étude. Ils ont dit, on va faire la même chose, mais les 25 pièces de l'échiquier, on va les disposer de façon aléatoire sur l'échiquier. Juste 25 cases différentes de l'échiquier. Le protocole est exactement le même. On laisse les pièces pendant 2 ou 3 secondes, on les jette sur le côté et on demande de repositionner. Voilà le résultat. Quand il y a une disposition aléatoire, il n'y a absolument aucun effet du niveau dans le jeu des échecs sur cette performance. Et pour nous, psychologues, c'est extrêmement important de distinguer cette tâche-là, qui est une tâche de compréhension, parce que ce qui fait que les gens les plus compétents réussissent le mieux cette tâche, c'est qu'ils ont compris la partie, c'est-à-dire qu'ils ont donné du sens à ce qu'ils ont vu, ils ont construit de la cohérence, des liens entre les parties de ce qu'ils ont vu. Tout ça, c'est des synonymes de comprendre. Tandis que dans une disposition aléatoire, il n'y a aucun sens à construire. Et nous appelons ça plutôt la mémorisation ou la mémorisation littérale. Un autre exemple, c'est une étude dans laquelle on fait lire des phrases à des gens et on leur pose des questions à propos des phrases qu'ils viennent de lire. L'astuce, c'est qu'on leur pose ces questions soit 1 minute après la lecture de chaque phrase, 40 minutes après, 2 jours après ou 4 jours après. Et quand on propose des questions de mémorisation littérale, est-ce que tel mot était dans la phrase? Vous voyez que les performances, ils sont de l'ordre de 60%, pardon, n'importe quoi. Oui, c'est ça, 60%, si je l'échelle n'est pas bonne. Qui sont assez hautes quand on pose la question immédiatement, chutent de façon extrêmement importante, juste 40 minutes après, et continuent de chuter ensuite. Quand on pose des questions sur le sens de la phrase, vous voyez que cette chute est moins pentue au début, entre 0 et 40 minutes. Et quand on pose des questions sur des inférences qu'on a pu faire à partir du texte, c'est-à-dire sur la situation qu'on peut imaginer à propos du texte, des informations qui ne sont pas explicitement dans le texte, mais auxquelles on peut avoir accès, que l'on peut construire si l'on fait des inférences. Et vous voyez que ça, la production d'inférences, c'est-à-dire la compréhension profonde du texte, ne subit absolument pas les effets du temps. Donc mémoriser et comprendre, on vient de le voir, ça n'est pas la même chose. Et mémoriser et comprendre, ça ne subit pas l'effet du temps de la même manière. Ce que l'on a compris profondément ne subit pas l'effet du temps. Ce que l'on a mémorisé superficiellement, qui n'a rien à voir avec le sens, disparaît très rapidement. Donc on a essayé avec des collègues, dans un ouvrage sur
la conception d'un enseignement, de voir comment on pouvait exploiter ces connaissances, ces résultats de recherche en psychologie cognitive et en psychologie de l'apprentissage. Et on s'est dit finalement, les humains peuvent apprendre des connaissances générales qu'ils peuvent utiliser dans de nombreux contextes, ou au contraire particulières qu'on peut utiliser dans un nombre très restreint de situations. Des connaissances procédurales, c'est-à-dire des connaissances du type pour faire ceci, il faut faire 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et enfin, des connaissances déclaratives, c'est-à-dire des connaissances sur le monde, sur le sens du monde, sur les relations entre les choses. Si on croise ces deux dimensions, alors on dit les humains sont capables d'apprendre des concepts, par exemple, c'est-à-dire des connaissances déclaratives extrêmement générales qui leur permettent de comprendre le monde. Ils peuvent aussi apprendre des méthodes, des démarches générales qu'ils vont utiliser dans des contextes divers. Mais ils peuvent aussi mémoriser par cœur, par exemple, apprendre par cœur une définition, apprendre par cœur une poésie. Ou alors, ils peuvent élaborer une représentation, c'est-à-dire comprendre un texte, comprendre une image, comprendre un tableau de données. Ils peuvent aussi acquérir des savoir-faire, c'est-à-dire des connaissances du type « pour faire ça, il faut faire ça, ça et ça », mais dans un nombre limité de situations, sans avoir le caractère extrêmement générique d'une méthode générale ou d'une démarche. Et enfin, les humains peuvent apprendre des automatismes. Si maintenant je prends un objet sur lequel on a travaillé dans le cadre d'une thèse, l'évaluation de la crédibilité d'une source. Si je suis formateur et que je dois concevoir une formation sur ce thème, l'évaluation de la crédibilité d'une source, alors je peux avoir comme objectif, par exemple, de construire un concept. Par exemple, je veux que les élèves ou que les personnes, les étudiants, les formés, élaborent le concept de crédibilité, c'est-à-dire comprennent que la crédibilité d'une source, elle est liée à la compétence de cette source et à la confiance qu'on peut accorder à cette source, que la compétence est liée à l'expertise et à la réputation de la source, que l'expertise de la source est liée aux connaissances de cette source acquises en formation, lors de diplôme, ou de l'expérience professionnelle d'une source, etc., etc. Donc je peux très bien, quand je travaille sur qu'est-ce que enseigner, qu'est-ce que former à l'évaluation de la crédibilité d'une source, avoir comme objectif que les personnes que je forme apprennent un concept. Et c'était d'ailleurs l'objet de cette thèse, que d'essayer de créer des situations de formation où les élèves, des élèves très jeunes, puisqu'ils étaient en CM1, CM2, pouvaient construire ce concept. Je me permets d'ouvrir une parenthèse. Ce concept de crédibilité sur lequel nous avons construit un dispositif de formation CM1, CM2, c'était un travail qui a été réalisé dans le cadre d'une thèse CIFRE, donc une thèse financée par une entreprise. L'entreprise, c'était Milan Presse, donc une entreprise de presse. Et il se trouve de façon très intéressante que les personnes de cette entreprise se sont dit que finalement, ce qu'on avait construit pour les élèves de CM1, CM2 pouvait être aussi très utile pour la formation des journalistes. Parce que finalement, et ce sont des journalistes professionnels aguerris qui nous l'ont dit, parfois on va un peu vite sur la conception que l'on a de la crédibilité. Parfois on fait une confusion, par exemple, entre la réputation d'une source qui est fondée sur son autorité et la réputation d'une source qui est fondée sur sa popularité. Certains journalistes nous ont dit, sur tel sujet, je vais aller interviewer systématiquement Monsieur Machin, qui est quelqu'un de très connu, plutôt que Madame Bidule, qui est une personne, qui est une chercheuse qui fait autorité dans le domaine. Donc, autrement dit, on peut travailler à la construction du concept de crédibilité en faisant comprendre ce concept, ses composants et les questions que chaque concept
devrait nous permettre de nous poser quand nous évaluons la crédibilité d'une source. Donc, ça c'est bien si mon objectif de formation, c'est que les personnes que je vais former construisent un concept. Je veux qu'ils sachent, à l'issue de ma formation, je veux qu'ils sachent, quelle que soit la source, quel que soit le contexte, ce que c'est qu'une source crédible. Je veux donc qu'ils construisent une connaissance générale. Mais je peux avoir un objectif tout à fait différent dans ma formation. Je veux que ma formation leur permette de savoir évaluer la crédibilité de toute source possible. Je peux aussi vouloir qu'ils sachent par cœur un certain nombre de définitions. Je peux vouloir, au contraire, qu'ils comprennent que la source de ce type de document est crédible ou non crédible. Cette catégorie de documents, un ensemble très limité. Parce que, par exemple, je vais adresser cette formation à des spécialistes de telle ou telle discipline ou de tel objet. Je peux aussi vouloir que ma formation permette aux personnes que je vais former puisse donc leur permettre d'évaluer la crédibilité de tel ou tel type de source. Et enfin, je peux, mais vous voyez, mon diaporama s'est censuré tout seul. J'allais vous dire que pour ce qui concerne l'automatisation, ce n'était pas forcément très pertinent. Donc, vous voyez, le travail qu'on a fait sur les connaissances qu'on peut construire quand on conçoit une formation nous permettent de mieux définir les objectifs de notre formation et savoir si on veut enseigner un concept, une méthode, un apprentissage par cœur, etc., etc. Je vous dis ça parce qu'on a vu avec les exemples précédents que si je veux que les personnes que je forme comprennent ou si je veux qu'ils apprennent par cœur ou si je veux qu'ils développent un savoir-faire ou une méthode, forcément, ma formation va être complètement différente vu que les processus sont complètement différents. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder dans la littérature empirique à chaque fois quel est l'état des connaissances sur que faire en formation quand on veut que nos étudiants, les personnes qu'on forme, conceptualisent, c'est-à-dire élaborent un concept. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vise la compréhension. Donc non pas un concept général, mais la compréhension de situations particulières ou de documents particuliers. Que doit-on faire quand on cherche la mémorisation ou l'automatisation ou la procéduralisation ou la prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est quand, et c'est extrêmement important dans votre domaine, c'est quand on veut que des personnes qui savent faire certaines choses, par exemple dans le domaine de la recherche documentaire, se mettent à comprendre ce qu'ils font quand ils le font de façon intuitive. Beaucoup d'humains, par exemple, ont développé par la pratique des savoir-faire dans le domaine de la recherche avec des moteurs populaires comme Google, mais comprendre ce qu'on fait, c'est absolument autre chose. On peut très bien savoir faire quelque chose sans comprendre ce qu'on fait, et c'est ce processus-là, la prise de conscience, que l'on met en œuvre dans ce type de formation. Et donc, on a regardé tout simplement la littérature et on a regardé les gens qui sont spécialistes de conceptualisation, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les éléments qui favorisent une formation dans laquelle on vise la construction d'un concept. Et quand on regarde la littérature, on se rend compte que la littérature sur la compréhension nous dit autre chose. La littérature sur la mémorisation nous dit autre chose. La littérature sur la procéduralisation nous dit encore quelque chose de différent, et c'est très différent du processus d'automatisation ou du processus de prise de conscience. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer comment la connaissance des processus d'apprentissage, ici j'en ai pris 6, permet d'interroger la littérature empirique pour identifier, étant donné les objectifs que l'on vise dans notre formation,
définir les ingrédients qu'on doit mettre dans notre formation, les caractéristiques de notre formation pour viser tel ou tel type d'apprentissage. Par exemple, la répétition est quelque chose de très important si on vise l'automatisation et si on vise la mémorisation. Par contre, la répétition n'a aucune importance, ne joue à peu près aucun rôle si on vise la compréhension ou la conceptualisation. Donc, avec la littérature sur les processus d'apprentissage, on est capable de définir plus précisément les objectifs d'une formation et définir plus précisément les composants, les ingrédients qu'on met dans une formation. Je vais donc aborder maintenant la deuxième question qu'on s'est posée. Qu'est-ce que être acteur de ces apprentissages? Je vais répondre dans un premier temps à cette question, et puis vous allez voir qu'en répondant à la question 2, je vais glisser sur la question 3. Donc, quand on s'intéresse à la définition de ce que c'est qu'être acteur de ces apprentissages, on trouve 3 types de littérature. La première, qu'on appelle les apprentissages autodéterminés, c'est la capacité d'un individu à définir ses propres objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire un individu qui est capable d'identifier ce qu'il a ou ce qu'elle a envie d'apprendre et ensuite de se lancer dans une démarche de, par exemple, une recherche d'une formation qui correspondrait à ses besoins ou un travail, par exemple, d'apprentissage de type autodidactie. On trouve ensuite une autre littérature qui définit être acteur de ces apprentissages comme la capacité des individus à organiser, à réguler leurs propres activités d'apprentissage. Je vais m'arrêter sur ce point-là tout de suite, et ensuite je sauterai donc sur le prochain point de mon intervention, qui est l'engagement dans ces apprentissages, puisqu'on trouve aussi dans la littérature cette idée que être acteur de ces apprentissages, c'est s'engager profondément, sérieusement dans ces apprentissages. Alors, je viens sur le point 2, donc on est sur organiser, réguler ces apprentissages. Il y a une littérature absolument pléthorique qui montre 2 choses. Premièrement, les individus qui sont de bons autorégulateurs des apprentissages, les individus qui savent organiser leurs propres apprentissages, apprennent beaucoup mieux que ceux qui ne le savent pas. Il y a un lien très fort entre la capacité à organiser son apprentissage et la capacité d'apprentissage. Le lien est tellement fort qu'on ne sait pas qui est la poule et qui est l'œuf. Est-ce que c'est parce que les individus qui apprennent beaucoup apprennent à s'organiser, ou est-ce que c'est parce que les individus qui savent s'organiser apprennent mieux? On ne le sait pas, mais le lien est très fort. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la littérature sur les interventions métacognitives, c'est-à-dire le moment où on se met à vouloir former nos étudiants sur l'organisation des apprentissages, la régulation des apprentissages, la planification des apprentissages, etc. On trouve bien entendu énormément d'articles sur le sujet. Et ici, donc des collègues néerlandais ont sélectionné 36 articles particulièrement rigoureux sur l'évaluation de ces formations à la régulation des apprentissages. Et ils ont montré que dans les articles qu'ils ont trouvés, l'effet de ces interventions, de ces formations à l'organisation des apprentissages était tout à fait positif. Soit quand on évalue, j'ai oublié un S, immédiatement après l'apprentissage, ou quand on évalue quelques semaines ou quelques mois après l'apprentissage. Deuxième chose que montre cette revue de la littérature, cette méta-analyse, c'est que les étudiants les plus défavorisés, du point de vue du statut socio-économique, sont ceux qui bénéficient le plus de ces formations à l'organisation et à la régulation des apprentissages. Enfin, ils disent, parmi toutes les stratégies d'apprentissage que l'on connaît, je vais vous montrer les 14
qui sont connues dans la littérature. Il y en a une, la répétition, qui est inefficace, voire contre-productive à long terme. Autrement dit, les étudiants qui croient que pour apprendre, il faut répéter, font souvent un mauvais choix. Puisque la plupart du temps, ce que l'on vise dans les formations, ce sont plutôt des concepts de haut niveau, des compréhensions, des méthodes, etc. Bref, des choses qui ne correspondent pas aux automatismes et à l'apprentissage par cœur pour lesquels la répétition est utile. On a fait un accompagnement d'une équipe à l'université Paul Sabatier à Toulouse il y a quelques années qui a montré que les étudiants en première année à l'université citent la répétition comme étant la stratégie qu'ils utilisent le plus souvent. Donc, ils utilisent le plus souvent la stratégie la moins efficace. Donc, comment cette littérature, c'est qu'on peut former sur 14 stratégies différentes, dont une seule est inefficace. Par exemple, on peut former les étudiants, les personnes qu'on forme, à des connaissances à propos d'eux-mêmes, de leurs forces et de leurs faiblesses dans les apprentissages. On peut les former sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire leur transmettre des connaissances sur le fonctionnement des apprentissages et de la cognition en général. On peut aussi les former sur des stratégies cognitives, donc pas la répétition, qui est efficace, mais les stratégies d'élaboration, sur lesquelles je vais revenir, ou les stratégies d'organisation. Si vous lisez ces deux stratégies, elles vont vous sembler ridiculement simples et évidentes, mais la littérature montre que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas ces stratégies, et quand on les forme à ces stratégies, ils réussissent significativement mieux. Il y a aussi les stratégies métacognitives, donc apprendre aux étudiants à planifier leur travail, à réguler leur travail, et former les étudiants à l'auto-évaluation, c'est-à-dire au regard critique qu'ils peuvent avoir sur les résultats ou les démarches qu'ils ont mis en œuvre. On peut aussi former les étudiants dans le domaine, en gros, de la gestion de leurs apprentissages, par exemple la gestion de leur effort, de leur engagement, de leur motivation, la gestion de leur environnement, par exemple leur environnement documentaire, leur environnement technologique, mais on peut aussi les former dans la gestion des autres et dans un domaine qui est absolument crucial, qui est celui de la recherche d'aide. Savoir demander de l'aide est une des compétences les plus essentielles quand on veut apprendre, et on voit que cette compétence est très inégalement répartie. Beaucoup de personnes en difficulté pour apprendre ne savent pas demander de l'aide. Enfin, il y a bien entendu les aspects motivationnels, réfléchir aux croyances qu'on a sur soi-même et nos capacités à réussir, réfléchir sur le sens des apprentissages, la valeur de ce qu'on apprend, et enfin réfléchir à nos buts d'apprentissage, c'est-à-dire à la raison pour laquelle on s'engage dans nos activités d'apprentissage. Tout ça sont des domaines dans lesquels on peut accompagner, former les étudiants ou des professionnels, par exemple, en formation, et les effets sont tout à fait impressionnants. Donc, je vais maintenant glisser sur le point 3 de ma présentation, qui est aussi le point 3 que j'évoquais tout à l'heure, à savoir celui de l'engagement, et qui est un peu le point central de ma présentation. Les travaux sur l'engagement ont vraiment été profondément influencés par un article publié en 2014, qui est à la fois une synthèse de l'existant et une mise au point conceptuelle extrêmement importante. Ce sont deux collègues américaines, toutes les deux chercheuses en psychologie cognitive et formatrices d'enseignants. Ces deux collègues ont dit, quand on cherche les tâches qui permettent aux étudiants de mieux apprendre, on ne les trouve pas. Il n'y a pas une façon de faire apprendre les étudiants qui marche mieux que les autres. Par contre, quand on regarde l'engagement des étudiants dans l'apprentissage,
la littérature devient très vite cohérente. Elles ont défini 4 niveaux d'engagement, un niveau qu'elles ont appelé passif. Je ne sais pas si c'est un très bon choix, ce mot je vais respecter. Les étudiants sont attentifs, ils sont focalisés, ils reçoivent des explications, ils vous accordent de l'attention. Un deuxième niveau qu'elles ont appelé actif, les étudiants manipulent, sélectionnent, surlignent, prennent des notes. Ils font quelque chose qui est observable. Le troisième niveau qu'elles ont défini, le troisième niveau d'engagement, elles l'ont appelé constructif. C'est lorsque les étudiants comprennent plus que ce que vous leur expliquez. Ils font des inférences, ils font des hypothèses, ils font des conjectures. Bref, cette activité de production d'inférences qui permet de comprendre plus que ce qu'on nous explique, elles l'ont appelé le niveau constructif. Et enfin, le niveau interactif, qui, pour ces deux autrices, correspond à ces situations où des étudiants collaborent pour quelque chose qui correspond au niveau 3. C'est le niveau 3 à plusieurs. Par exemple, on va résumer ensemble une synthèse. On va confronter des hypothèses. On va confronter des interprétations. On va négocier un point de vue commun. Et ce qu'elle montre, c'est que quand on regarde l'engagement des étudiants dans l'apprentissage, tout d'un coup, la littérature devient très claire. Le niveau 4 est plus efficace que le niveau 3, qui est plus efficace que le niveau 2, qui est plus efficace que le niveau 1. Et les résultats sont extrêmement cohérents sur ce point-là. Elles nous disent aussi, attention, le niveau 4, c'est beaucoup plus exigeant que le niveau 3, que le niveau 2, que le niveau 1. Plus exigeant pour les formatrices et les formateurs. Concevoir une formation au niveau 4, c'est beaucoup plus exigeant pour nous. Mais elles disent aussi, attention, c'est plus exigeant pour les étudiantes et les étudiants qui vont devoir s'investir plus, réfléchir plus, faire plus d'efforts. Et si on n'est pas extrêmement attentif, ce sont des situations dans lesquelles on peut perdre certains étudiants qui peuvent être dépassés par le niveau d'exigence quand on est au niveau 3 ou au niveau 4. Et enfin, elles nous ont dit une dernière chose qui est, je trouve, absolument lumineux. C'est que vous pouvez prendre n'importe quelle tâche d'enseignement. Là, j'ai pris les deux plus banales, écouter un cours ou lire un texte. Et elles nous disent, écouter un cours, vous pouvez engager vos étudiants au niveau passif, au niveau actif, au niveau constructif ou au niveau interactif. Toute tâche est compatible avec les 4 niveaux d'engagement. Ce sont les consignes qu'on va donner à nos étudiants, ce sont les conseils qu'on va leur donner, ce sont les énoncés qu'on va leur donner qui vont accompagner les étudiants vers tel ou tel niveau d'engagement. Si je prends l'autre tâche terriblement banale, lire un texte, on peut lire un texte de façon superficielle, on peut le lire à haute voix, le surligner, faire des copier-coller. On peut essayer de s'engager dans des activités, par exemple, d'auto-explication, de rédaction de résumés, de reformulation, ou on peut essayer de débattre avec plusieurs autres étudiants de la façon dont on a compris le texte. Donc, la tâche reste la même, c'est lire un texte, mais l'engagement dans la tâche change complètement selon le type de scénario qu'on va mettre en place dans nos formations. Et on a même 2 auteurs qui, en 2015, ont compilé toute la littérature empirique disponible sur 8 consignes qui permettent d'engager les étudiants au niveau 3 dans une tâche de type lecture de texte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, par exemple, quand on utilise une consigne de type rédiger un résumé de ce texte,
et qu'on compare les études où on a eu cette consigne « rédiger un résumé de ce texte » par rapport à la consigne classique, essayer de comprendre le mieux possible ce texte, ils ont trouvé 30 études parfaitement rigoureuses dans cette comparaison. Ce sont des gens de même niveau, les mêmes questions, etc., etc. Ils nous montrent que dans 26 études sur 30, l'effet positif du résumé de cette consigne-là est observé. Si j'utilise des consignes de type réaliser une carte mentale, faites un schéma, faites un résumé sous la forme d'une matrice ou d'un tableau, alors sur les 39 études parfaitement rigoureuses qu'ils ont trouvées, l'effet positif est obtenu 36 fois, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est capable aujourd'hui, dans cette littérature sur l'engagement cognitif des étudiants, non seulement de distinguer 4 niveaux d'engagement, mais on dispose aussi, par exemple, sur le niveau d'engagement constructif, le 3e niveau, on est capable d'évaluer dans quelle mesure différentes consignes sont efficaces pour mieux apprendre à ce niveau-là. On a par exemple ce résultat-là qui est un tout petit peu décevant. Les tâches de manipulation d'objets pour comprendre un texte, par exemple, on va donner un texte et on va demander aux personnes de mimer ce qu'il y a dans ce texte ou de manipuler des objets pour qu'ils représentent ce qu'il y a dans le texte. Les résultats sont positifs, mais quand même un petit peu décevants puisque le résultat positif est observé dans 36 études parmi 49. Et donc on est en train, nous, au laboratoire, de travailler spécifiquement sur ce type de consigne-là, parce qu'on aimerait comprendre dans quelles conditions des résultats pourraient être obtenus de façon un peu plus systématique. Ensuite, on avait vu deux autres questions pour lesquelles ma réponse va être beaucoup plus rapide que les deux précédentes. Effectivement, je suis spécialiste de la question du numérique dans le domaine des apprentissages. Et il faut bien dire qu'au bout de 30 ans de travail sur ce sujet-là, et de connaissances, je pense, à peu près correctes de la littérature dans ce domaine-là, on ne peut pas dire que les outils numériques en eux-mêmes aient un effet positif sur l'engagement des étudiants. Qu'ils soient adultes, jeunes adultes, étudiants en formation continue ou en formation initiale, et même enfants ou adolescents. Même l'effet sur la motivation est très décevant. On a quelques résultats encourageants. Il y a un étudiant en thèse qui vient d'obtenir un joli résultat où il a comparé un cours d'anatomie pour des étudiants de 2e année de médecine dans une condition habituelle. On regarde le prof qui fait le cours au tableau et dans un environnement virtuel. Donc il a conçu un environnement de réalité virtuelle pour que les étudiants de médecine soient immergés dans cet environnement. Le cours portait sur le cerveau humain et en particulier la circulation sanguine dans le cerveau humain. Et il a montré qu'effectivement, cet environnement virtuel avait un effet d'engagement assez clair et des résultats positifs sur les apprentissages. Donc je pourrais vous donner quelques exemples d'effets positifs des outils numériques sur l'apprentissage, mais quand on regarde les synthèses, les méta-analyses de la littérature, bref, quand on regarde les effets moyens, en l'état actuel des connaissances, ce serait mentir que de dire que les outils numériques en général produisent un effet positif sur l'engagement. De la même manière, si je reprends l'exemple sur la réalité virtuelle, on a parfois des résultats encourageants. Je viens de vous en citer un dans les cours d'anatomie pour les étudiants de médecine, mais on a aussi des résultats franchement décourageants
des environnements virtuels qui produisent l'effet contraire de ce qu'on voudrait observer, parce que beaucoup d'environnements virtuels et de façon générale d'environnements numériques sont trop chargés en informations. Il y a trop de détails inutiles, il y a trop de choses superflues dans ces environnements qui, au lieu d'améliorer l'engagement et l'apprentissage, ont tendance à décourager les étudiants qui, en quelque sorte, sont noyés sous l'information et produisent des résultats franchement négatifs. Enfin, la dernière question qu'on avait décidé d'aborder, c'est est-ce que les contenus que l'on enseigne conditionnent la façon dont on enseigne et surtout dont on essaie d'engager les étudiants. Sur la première question, est-ce que les contenus que l'on enseigne conditionnent la façon dont on enseigne? J'ai déjà répondu oui quand j'ai abordé la première question. J'ai essayé de vous montrer à quel point, quand le contenu qu'on enseigne est un concept, les ingrédients à mettre dans la situation sont complètement différents des cas où le contenu qu'on enseigne est une démarche ou un savoir-faire ou un automatisme ou un apprentissage par cœur. Ça, c'est clair. Il y a tellement d'articles sur le sujet que je crois que le point de vue que je vous présente est absolument consensuel. Par contre, quand on regarde si les contenus ont un effet sur l'engagement des étudiants, alors les résultats sont mitigés parce que les effets sont surtout indirects. Il n'y a pas d'effet simple du contenu qu'on enseigne sur l'engagement des étudiants ou des adultes en formation professionnelle, par exemple. Ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les éléments déterminants de l'engagement des étudiants ou des personnes en formation, c'est d'une part la motivation des étudiants, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils se sont inscrits à cette formation et les croyances qu'ils ont quant à leur capacité à apprendre les contenus qui seront abordés dans cette formation. Ce qui compte aussi, j'ai encore oublié un S, ce sont leurs stratégies d'apprentissage, ce que j'ai évoqué tout à l'heure au point 3. L'engagement des étudiants est extrêmement lié à leur capacité à organiser efficacement leur apprentissage. Et enfin, ce qui compte dans l'engagement, c'est la façon, en fonction de la motivation des étudiants et de leur stratégie d'apprentissage, c'est la façon dont nous, formateurs, nous les engageons. Est-ce que nous avons conçu une formation pour les engager au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 ou au niveau 4? Quelle que soit la tâche, je me permets d'insister. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma proposition au début de mon intervention. L'idée, c'est de vous inviter maintenant à noter sur un papier si vous avez appris 3 choses au cours de cette conférence, des choses que vous ignoriez complètement, des domaines qui sont nouveaux pour vous, ou même un détail qui est nouveau pour vous. Ensuite, vous pouvez noter 2 choses que vous voudriez approfondir. Vous aimeriez, par exemple, avoir des références bibliographiques pour aller lire un peu plus sur tel ou tel sujet. Et enfin, une chose, vous diriez, ben tiens, ça, peut-être qu'un jour dans une formation, j'aimerais bien l'essayer. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous ai proposé cette activité tout à l'heure. Bon, certes, si j'avais été présent avec vous, j'aurais pu réaliser cette activité avec vous, et puis on aurait pu avoir un débat et une confrontation sur ces 3 choses, 2 choses, 1 chose, mais bien entendu, à distance, c'est beaucoup plus difficile de faire vivre ce moment entre nous. Mais ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que cette consigne que je vous ai proposée au début de mon intervention
c'est tout simplement une stratégie d'engagement. Quand on propose à des personnes conformes cette consigne en début de formation et on leur dit à la fin de la formation, on va discuter de ce 3-2-1, hein, donc c'est une collègue de Harvard qui m'a filé ce tuyau, donc c'est 3-2-1 en anglais, 3-2-1 en français. On obtient un engagement, une qualité d'écoute, une qualité de questionnement qui sont souvent bien meilleures que quand on ne donne pas une consigne d'engagement en début de formation. Donc voilà ce que j'ai fait un petit peu avec vous et que j'aurais sans doute fait un peu mieux si j'avais été avec vous en présence. C'est bien de faire vivre une consigne d'engagement cognitif. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est d'une simplicité déconcertante et les effets produits par cette consigne sont absolument spectaculaires. Ça fait quelques années que je l'utilise dans mes formations et franchement, les effets obtenus sont très impressionnants. Donc voilà, donc avant que Gilles me rappelle que c'est bientôt la fin, je vous remercie pour votre attention et puis bien entendu je suis à l'écoute pour vos questions et j'ai mis à la fin de mon diaporama, si vous voulez le regarder, quelques références bibliographiques. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, merci. J'avais une question quand vous avez dit que agir physiquement et manipuler, ça donnait en fait des résultats assez décevants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet, s'il vous plaît ? Ouais. Est-ce que vous pouvez, si une personne était proche du micro, reformuler la question parce que j'ai entendu à peu près un mot sur 3. Alors, je vais essayer de recommencer. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Non. Est-ce que c'est mieux ? Oui. Là, oui. En fait, la question, si je la traduis aussi bien que possible, Nora, tu me dis si c'était le cas. Vous aviez dit que c'était pas toujours facile. Non. Vas-y. Je vais essayer. Donc, quand vous avez parlé du fait que agir physiquement et manipuler les objets, les résultats étaient assez décevants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet, s'il vous plaît ? Sur agir et manipuler, les résultats assez décevants. Pouvez-vous en dire plus ? Alors, si j'étais quelqu'un d'honnête, je vous dirais, écoutez, on se revoit dans 10 ans et on en reparle, parce qu'on est en plein dedans. Hein. Donc là, j'ai plusieurs étudiantes et étudiants qui travaillent sur le sujet parce que il est assez mystérieux. Je vais vous dire un petit peu les idées qu'on a pour l'instant. C'est bon. D'abord, on a un résultat positif de l'engagement physique, mais ce qui est désolant, c'est que on l'a en gros 3 fois sur 4, on aimerait l'avoir un peu plus fréquemment. Les principales hypothèses, en fait, il y en a 2. La première, c'est que parfois, quand on propose une activité physique, une activité de manipulation, je parle bien dans une tâche de compréhension de texte. Bien entendu qu'avoir une activité de manipulation quand on apprend à faire quelque chose, c'est absolument incontournable. Là, je parle bien dans les tâches de compréhension de texte. Dans une tâche de compréhension de texte, quand on utilise la manipulation d'objets, parfois c'est inefficace parce que la manipulation elle-même est trop exigeante. En gros, on a conçu une activité de manipulation qui va mettre les individus en difficulté. Par exemple, il y a une tâche que j'aime beaucoup, c'est vous donner un texte à des étudiants, vous leur donnez des Playmobil et puis vous leur demandez de représenter les relations entre les personnes impliquées dans le texte par les Playmobil et vous leur faites rejouer la scène. Si vous faites ça avec des étudiants, si vous faites ça avec des lycéens, ça marche tout à fait. Par contre, quand vous faites ça avec des enfants, notamment des enfants jeunes, ça peut être très compliqué parce que le texte
à comprendre, c'est déjà difficile pour un enfant jeune, imaginons un enfant de CM1, CM2, mais en plus, manipuler des Playmobil pour représenter des relations entre des personnages, par exemple, impliqués dans une histoire, ça fait en quelque sorte une deuxième activité qui devient concurrente de la première au lieu de venir au service de la première. Ça, c'est notre première hypothèse sur laquelle on travaille en ce moment. Et la deuxième hypothèse, elle est complètement triviale, mais on travaille aussi là-dessus, c'est que peut-être que quand on propose une activité de manipulation comme soutien à la compréhension de texte, il faut donner plus de temps aux individus pour comprendre. Manipuler des objets, ça prend plus de temps que simplement lire ou rédiger un résumé. Et peut-être que dans les études qu'on conduit, on ne prend pas assez soin de laisser beaucoup plus de temps dans ce type d'activité. Voilà deux hypothèses principales qu'on a. Mais je précise bien que c'est dans les tâches de compréhension d'un texte. La manipulation est absolument nécessaire aux apprentissages moteurs et à la plupart des apprentissages procéduraux. Quand vous apprenez à résoudre une équation du second degré, il faut manipuler des équations et refaire et refaire. Et il n'y a absolument aucun mystère là-dessus. Merci. D'autres questions? Décidément. J'ai une autre question. J'ai bien... On n'a pas ici. Gilles, si vous pourrez traduire. Oui. Alors, je vais juste traduire ce qui vient de se passer. Ça a fait crrr. En fait, le micro vient un petit peu de mourir. Donc, Nora, pourrais-tu me dire à haute voix et puis je répète au fur et à mesure? Quand il a parlé des 4 niveaux d'engagement, il a parlé de l'actif qui était au 2e niveau et de l'interactif qui était au 4e niveau. Quand vous avez parlé de l'actif 2e niveau et de l'interactif au 3e niveau, au 4e niveau, pardon, je n'ai pas été attentif. En fait, quand on fait des formations, nous, qu'on dit interactives, elles ne le sont pas. Et donc, en fait, quand on fait, nous, des formations qui sont interactives, donc, elles ne le sont pas. En fait, c'est un choix de vocabulaire qu'ont fait les collègues. Elle dit juste, mais c'est assez commun dans la littérature sur les apprentissages de ne pas confondre interactif dans le sens qui suscite des interactions entre des êtres humains qui doivent confronter des points de vue, confronter des hypothèses, etc., de interactif dans le sens interaction entre la personne qui forme et les personnes qui sont formées. Donc, quand on utilise interactif dans cette littérature-là, on pourrait le remplacer par quelque chose du type interaction sociale ou confrontation ou co-construction. Donc voilà, c'est vraiment un emploi spécifique du terme interactif pour le niveau 4. Oui, d'accord. Puisque le micro est mort. Ouais. Quelle est la place du jeu dans les actions qu'on mène? Quelle est leur pertinence? Quelle est la place du jeu dans les actions que l'on mène? Quelle est leur pertinence? La place du jeu? Oui. Ouais, Oui. Ok. Alors, merci de me poser la question. Est-ce que j'ai droit à 3 heures pour répondre à une question aussi importante? Alors, en plusieurs étapes. La première chose, c'est que le jeu est sans aucun doute un des 3 grands moteurs de l'apprentissage chez les humains, avec les activités d'exploration et les activités d'interaction, au sens où je viens de les définir, interaction entre pairs. Le jeu est un moteur tellement puissant de l'apprentissage qu'on l'observe de façon intensive chez tous les mammifères sociaux. C'est même pas spécifique aux humains. Le jeu est un des moteurs les plus puissants de l'apprentissage.
Donc chaque fois qu'on joue, on a une bonne idée. C'est que sans doute, on va apprendre quelque chose. Mais la plupart des jeux ont un problème pour nous, c'est que ils sont pas faits pour apprendre, ils sont faits pour prendre du plaisir, pour réfléchir, pour se détendre, La plupart des jeux n'ont pas un objectif d'apprentissage et encore moins un objectif d'apprentissage académique. Donc quand on utilise un jeu parce qu'on vise un apprentissage académique, de concepts, de compréhension, de méthodes de travail, etc., ce dont j'ai parlé aujourd'hui, alors la littérature devient très décevante. Beaucoup de jeux portés par une intention pédagogique peinent à montrer leur efficacité. La principale hypothèse, c'est pas que ce serait une mauvaise idée de faire ça, mais c'est que c'est terriblement difficile de concevoir une situation de formation et de concevoir un jeu et de concevoir les deux comme compatibles. Autrement dit, concevoir une situation de jeu qui est un vrai jeu et qui est au service d'apprentissage de connaissances, c'est juste très difficile à faire. Ça demande une ingénierie avec des gens qui sont compétents dans la conception de jeu, des gens qui sont compétents dans la conception de situations de formation. Et à un moment, il faut bien mettre ces gens autour d'une table pour que le jeu et la situation de formation soient compatibles entre eux. Par ailleurs, il y a des résultats qui montrent que parfois le jeu est tellement exigeant, tellement prenant, que l'engagement est entièrement du côté du jeu au détriment de l'apprentissage. Ce qui expliquerait pourquoi un des résultats les plus stables dans la littérature, c'est quand on joue en formation, il y a des moments où il faut arrêter de jouer. Donc c'est l'intérêt des pauses. Il y a des moments où on s'arrête de jouer et on réfléchit à ce qu'on a appris. Il y a des moments où on arrête de jouer et on fait du débriefing. Sinon, il y a ce risque d'un trop grand engagement dans le jeu qui serait au détriment de l'apprentissage. Voilà les principaux résultats dans le domaine. Mais comme Gilles a eu la gentillesse de mentionner la collection Mythes et Réalité, si vous voulez, je pense qu'il y en a un qui est pas trop mal, qui s'appelle Apprendre en jouant, et deux très bons spécialistes de la question, une collègue espagnole et un collègue en Suisse, ont écrit une jolie synthèse de la littérature sur ce sujet. J'ai une question sur qui doit apprendre aux étudiants à apprendre, qui est les compétences transverses autres que les compétences informationnelles. Qui doit apprendre aux étudiants apprendre à apprendre, qui est une connaissance totalement transverse. Alors, et qui est autre que les compétences informationnelles à proprement parler. Merci infiniment. Dans l'enseignement supérieur. Ouais. Donc, effectivement, c'est un grand souci qu'on a avec la littérature dans le sujet, parce que la littérature sur les 14 stratégies que je vous ai présentées, donc c'est qu'on appelle apprendre à apprendre, c'est juste que nous, en psycho, on aime bien donner des mots incompréhensibles pour dire la même chose. Cette littérature, en fait, elle est connue depuis très longtemps. Quand on fait des expériences, on obtient de très bons résultats. Et puis quand on passe dans la vraie vie, parfois, on est un peu déçu. Et l'explication, ce serait qu'effectivement, les formations métacognitives, donc apprendre à apprendre, déconnectées des disciplines d'enseignement, déconnectées des contenus qu'on enseigne, tourneraient à vide. Donc l'idée, c'est que un apprendre à apprendre transversal touche vite ses limites,
Et ce qui est extrêmement décevant, parce que qu'est-ce qu'on aimerait faire un apprendre à apprendre pour toutes les disciplines, et puis après, chacun se débrouille. Et voilà, il est très probable, c'est ce que montre la littérature de façon assez têtue depuis quelque temps, que la part transversale de ces interventions métacognitives doit être assez réduite, et c'est souvent au sein des contenus qu'on enseigne qu'on peut travailler sur ces stratégies. Voilà, c'est un peu décevant comme résultat. J'aimerais bien qu'on trouve un jour un moyen d'enseigner ça de façon transversale et efficace, mais pour l'instant, on ne sait pas trop bien le faire. Merci infiniment. Oui. Est-ce que si monsieur avait été en présentiel, on aurait mieux écouté et on aurait été plus attentif? Est-ce que si vous aviez été en présentiel, est-ce que l'assistance aurait été plus attentive et aurait plus participé, non? Et mieux appris, mieux... Voilà. Ouais, il y a de la littérature là-dessus, hein. C'est assez évident, c'est qu'effectivement, la situation que vous subissez aujourd'hui est sans doute une des pires situations pour apprendre. Donc c'est pas très efficace, parce que la qualité de l'interaction est dégradée, et ne vous voyant pas, et en plus ayant des difficultés à vous écouter, j'ai énormément de mal à réguler ce que je dis, et du coup la qualité de mon discours est très détériorée. Cela dit, vu mon état physique, je ne suis pas sûr que j'aurais été mieux devant vous assis sur une chaise, mais oui, il y a une littérature très cohérente autour du fait que la dégradation de l'interaction à distance est absolument délétère sur la qualité des apprentissages, alors que pour plein d'autres tâches, l'enseignement à distance marche très bien, mais pas pour cette situation qu'on pourrait appeler conférence ou cours magistral, où là, la distance est assez catastrophique. Concernant l'effet décourageant en fait, des environnements numériques, en fait, je voulais savoir si vous aviez des contre-exemples et des bons exemples. Et est-ce que c'est pas nuancé en fonction du type de public auquel on destine ces environnements? Donc par rapport à l'utilisation des environnements numériques, est-ce que vous auriez des exemples, des contre-exemples pour indiquer leurs effets positifs ou négatifs? Est-ce que j'ai trahi votre question? Ok, ah bah alors donc à vous. D'accord. Donc oui, alors là, il se trouve que pour le CNESCO, j'ai coordonné un ensemble de rapports pour répondre à votre question, et j'ai moi-même contribué à ces rapports. Donc si vous allez sur le site du CNESCO, il y a un truc qui doit s'appeler numérique et enseignement, numérique et apprentissage. Tout ce qu'on a fait est absolument gratuit, téléchargeable directement. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, les outils numériques sont efficaces de façon très différente selon la discipline qu'on enseigne, selon l'âge des personnes que l'on forme et selon les fonctions pédagogiques. Si je prends la fonction pédagogique évaluer un exercice par exemple, on a de très bons résultats avec les outils numériques qui permettent, en tout cas pour les tâches simples, vous savez, il y a une question, il y a une réponse possible, le reste c'est pas correct, il y a un exercice à faire, il y a une seule solution possible, etc. Pour les tâches simples et bien définies, on a des résultats très positifs des outils numériques par leur capacité à fournir un retour immédiat aux étudiants, un retour personnalisé. Et donc ça, c'est vraiment un domaine dans lequel les plus-values du numérique par rapport à de l'évaluation faite par un humain sont indiscutables. Par contre, dès qu'on passe dans les apprentissages complexes, comme la rédaction de texte, l'effet est beaucoup moins évident. Hein. Évaluer un texte et faire un retour pour que les étudiants rédigent mieux, les humains sont absolument imbattables pour l'instant.
Mais il y a des domaines dans lesquels les effets du numérique sont à peu près nuls. En l'état actuel des connaissances, on sait que par exemple la prise de notes, il n'y a aucun bénéfice à prendre des notes sur un ordinateur par rapport à prendre des notes avec un papier et un crayon. Il n'y a aucun effet bénéfique du numérique sur la motivation, par exemple. Donc voilà, dans ce rapport, j'ai passé en revue la littérature sur 24 fonctions pédagogiques différentes, et ce qui m'a permis de faire un tableau un petit peu contrasté des domaines dans lesquels le numérique apporte des plus-values, et ils sont nombreux, des domaines dans lesquels il n'apporte rien, et des domaines dans lesquels il détériore. C'est le cas de la lecture, par exemple. Encore aujourd'hui, en tout cas pour certains types de textes, pour certains genres de textes, on lit et on comprend mieux sur papier que sur écran. Ce sera la toute dernière question rapidement parce que le temps passe atrocement vite. J'essaie de vous entendre. Oui, quels types de textes sont difficiles à lire sur écran? Ah, oui, c'est très intéressant. C'est des collègues de l'université de Valencia qui ont fait une très jolie méta-analyse là-dessus et qui montrent que les textes narratifs ne subissent pas de détérioration. Quand on lit un texte sur une liseuse, un roman ou une nouvelle par rapport à du papier, on n'a pas de différence. Par contre, les textes informatifs, les articles de journaux, on voit une détérioration. La détérioration n'est pas spectaculaire, mais il y a quand même des baisses autour de 10% en moyenne de la qualité de la compréhension pour les textes informatifs, les textes journalistiques. Et l'hypothèse des chercheurs, c'est que peut-être que pour les textes informatifs, les textes journalistiques, nous avons développé des habitudes de lecture beaucoup plus superficielles, c'est qu'on est capable de lire plus d'articles qu'avant, mais plus en superficie. Alors que pour les textes narratifs, lire un texte narratif, ça n'a pas changé. Lire un roman, c'est toujours lire un roman. Et on ne peut pas lire superficiellement un roman, c'est même tout le contraire du plaisir de la lecture. Et j'ai trouvé ce résultat très intéressant, d'autant plus que le résultat que je suis en train de vous relater est absolument indépendant de l'âge des lecteurs. C'est aussi un truc très surprenant, c'est que quel que soit l'âge de la population auquel vous enquêtez, la supériorité du papier sur le numérique, notamment pour les textes informatifs et journalistiques, est observée. Cela va être malheureusement compliqué. C'était bien la dernière question. Je pense que... Comment dire ? Je pourrais transmettre les questions ensuite à l'écrit pour pouvoir les continuer. Je voulais juste, en affreux maître du temps, mais quand même avoir le plaisir de dire infiniment merci à André Tricot de s'être rendu disponible. Merci à vous.